Une belle entreprise en bourse qui profite d'une belle tendance sociétale forte et porteuse, c'est le combo gagnant. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Youssef Arabi, je suis le cofondateur de Master Bourse et aujourd'hui, on va parler de thématiques intéressantes en bourse et pas d'un simple effet de mode et aussi de stock picking. Une thématique porteuse en bourse, c'est bien. La santé, la digitalisation, l'eau, les énergies vertes, tout ça c'est très bien, ce sont des terrains de chasse fertiles en bourse parce qu'on a des vents porteurs qui profitent à ces business pour des décennies. Mais avoir une belle entreprise rentable dans ce genre de thématique, c'est encore mieux. Parce que la réalité est qu'une belle thématique d'investissement, aussi porteuse soit-elle, ne fait pas tout. Pensez au vieillissement de la population. C'est une tendance aussi forte qu'inéluctable et pour le moment, personne n'a trouvé de remède pour arrêter le vieillissement. Et pourtant, ceux qui ont investi dans Orpea et Corian pour profiter de cette dynamique n'ont pas gagné d'argent. Et même si ces deux entreprises ont changé de nom pour faire oublier leur passé, la réalité n'a pas changé. Ce sont des business structurellement peu, voire pas rentables. Mais il y a d'autres entreprises qui profitent des mêmes dynamiques, vieillissement de la population et santé, donc intersection de deux thématiques fortes et qui prospèrent et délivrent à leurs actionnaires. Et je pense particulièrement à Clinica Baviera. J'avais présenté l'entreprise, son business model, sa rentabilité et sa valorisation à notre club Master Bourse il y a quelques mois et je vous remets le tout dans ce qui va suivre, c'est le replay d'un webinaire. Il est gratuit et vous allez découvrir ou améliorer votre compréhension si vous connaissez déjà l'entreprise de cette entreprise. Vous allez voir aussi comment on procède étape par étape pour analyser une nouvelle entreprise et les risques de valoriser une entreprise étrangère et comment on peut malgré tout trouver des proxys pour se protéger. Bref, je ne vous dis pas plus, je vous laisse découvrir le webinaire. Prenez le temps, c'est cadeau. Et si vous avez aimé, vous pouvez juste nous le dire dans les commentaires, ça nous suffit et ça motive pour la suite. Merci et bon visionnage. Clinica Baviera, c'est une entreprise qui déchaîne les passions depuis quelques années même. Alors c'est une histoire entrepreneuriale qui a commencé à Valence avec 3 fondateurs, les 2 frères Baviera, que vous pouvez voir ici. C'est très intéressant de voir la complémentarité des compétences. On a le docteur Julio, qui est lui chirurgien ophtalmologue, et son petit frère, 57 ans aujourd'hui, qui lui est financier et qui a commencé sa carrière chez Pricewaterhouse avant de lancer Clinica Baviera avec son frère. Et avec les 2 frères, on a un deuxième chirurgien ophtalmologue. C'est important de comprendre ça pour la suite et pour l'histoire boursière de Clinica Baviera et la structure du capital, parce que ils détiennent ensemble 10% du capital encore, et il y a une histoire derrière. L'entreprise est spécialisée essentiellement dans 3 domaines, la chirurgie réfractive, comme la myopie, l'astigmatisme, la presbytie et la cataracte. En clair, Clinica Baviera fait la guerre aux lunettes et aux lentilles. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est qu'ils interviennent sur des opérations de confort. Ce sont des opérations qui ne sont pas vitales et qui ne nécessitent pas une hospitalisation longue de plusieurs jours par la suite, même si l'entreprise, évidemment, a un service d'urgence et les cliniques sont ouvertes H24. Mais voilà, on est plus sur des interventions vraiment de confort et d'amélioration de la vie au quotidien. Clinica Baviera a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et il gère plus d'une centaine de cliniques, 107 pour être exact selon les derniers calculs, mais de toute façon, ils ouvrent chaque année de nouvelles cliniques. Ils sont présents sur 3 pays, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. C'est classé par ordre de grandeur. En 2022, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de quelques 200 millions. Ce soir, ils publient d'ailleurs le chiffre d'affaires de 2023. Ils ont versé 21 millions en dividendes, soit quelques 10% du chiffre d'affaires. C'est beaucoup, 10% du chiffre d'affaires en dividendes, et ce qui laisse croire que soit elle distribue trop de dividendes, et auquel cas on va droit dans le mur, soit c'est un business très rentable. Donc là, déjà, on a une piste sympa à creuser. On peut ici voir rapidement la répartition du chiffre d'affaires, c'est 71% en Espagne, 21% en Allemagne et 8% en Italie. Maintenant qu'on a compris à peu près l'activité, la question est de comprendre la récurrence de cette entreprise et comment l'entreprise s'est comportée par le passé. Et ça, je tiens à insister là-dessus, c'est ma compréhension. Je peux très bien me tromper, je ne suis pas un spécialiste de la valeur et justement c'est un exercice pour vous montrer comment j'analyse une entreprise que je ne connais pas du tout, comment je procède. Si j'arrive à comprendre le business et ce que fait cette entreprise au quotidien, je passe tout de suite à l'avantage concurrentiel pour savoir s'il y en a ou pas. Au fil de mes lectures, j'ai compris que la petite entreprise espagnole a pu croître et se développer en entreprise européenne avec plus de 100 cliniques parce qu'elle a réussi à standardiser son métier. On a un seul centre de recherche et développement et toutes les interventions sont standardisées, limite chronométrées et optimisées pour maximiser la qualité et réduire le risque pour le patient et aussi le temps d'intervention. On peut très bien imaginer que ce centre permet aussi de suivre les évolutions technologiques et implémenter les dernières technologies qui vont dans ce sens.
Donc c'est un centre de recherche et développement, mais aussi pour étudier et gagner énormément en efficacité et derrière déployer ces bonnes pratiques sur une centaine de cliniques. Et avec ce seul centre, on va pouvoir servir les 3 pays. Et ça permet vraiment de réduire le coût par intervention. Et Clinica Baviera peut par conséquent être beaucoup plus rentable que la concurrence tout en facturant des prix abordables. Parce qu'on centralise et on mutualise les coûts. Donc, il y a un avantage concurrentiel qui n'est pas toujours facile à identifier. En général, même dans la formation d'ailleurs, on disait que cet avantage concurrentiel est le plus difficile à déceler parce qu'au final, toutes les entreprises cherchent à être efficientes. Alors, à quel moment ça devient réellement un avantage difficile à répliquer? Mais ici, c'est plutôt clair. Et cet avantage concurrentiel, c'est l'efficacité opérationnelle. Ils peuvent offrir des opérations à des prix intéressants par rapport à la concurrence, tout en étant bien plus rentables parce que ils mutualisent, cette histoire de mutualisation des charges et des bonnes pratiques et vraiment harmoniser les tâches pour chaque intervention. Évidemment, il y a aussi à côté de cette efficience opérationnelle, le savoir-faire des médecins, l'expérience, l'image de marque aussi. Ça crée aussi un autre avantage concurrentiel basé sur la marque. Parce que ce sont des opérations qui fonctionnent en fait souvent avec le bouche à oreille. C'est ça qui guide le choix, essentiellement le choix des clients. Ici, on les appelle patients, mais voilà. Dans le sens où si quelqu'un veut faire une opération sur la myopie, il va parler à quelqu'un qui le connaît, quelqu'un de confiance qui va lui recommander Clinica Baviera. J'ai fait mon opération dans cette clinique, c'était super, vas-y. Pareil, dans la formation, on disait par exemple, chercher des business où la sécurité passe avant le prix dans la décision d'achat d'un client. D'ailleurs, j'ai voulu vérifier ce point avec les moyens du bord. Je ne connais pas de patient de Clinica Baviera, j'ai jamais croisé de Clinica Baviera dans ma vie. Mais en tapant juste Clinica Baviera avis sur Google, je suis tombé sur ce site, opinion vérifiée, la version espagnole, et les avis sont en majorité très bons sur un échantillon qui reste quand même assez représentatif. On a plus de 2600 patients ou avis. C'est important parce que on ne rigole pas avec les yeux. La sécurité passe avant le prix dans ce domaine. Et même si on peut discuter de la puissance de cet avantage concurrentiel, ce deuxième avantage concurrentiel basé, lui, sur la marque, en tout cas, l'entreprise ne pâtit pas a priori d'une mauvaise réputation et en soi, c'est déjà pas mal. Aussi bien pour les patients que pour les actionnaires. Sur la récurrence, je pense pas qu'il y a de la récurrence. En tout cas, je pense même, en fait, si on veut en rigoler, ça serait mauvais signe pour la qualité de l'offre de l'entreprise. Quand on fait une opération pour une myopie, on espère que c'est une fois pour la vie. L'idée n'est pas de refaire une opération tous les ans. Donc pour moi, il n'y a pas de récurrence à proprement parler. L'autre point aussi négatif, entre guillemets, c'est que l'entreprise intervient sur des opérations de confort. Et donc quand la conjoncture est très 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 mauvaise, comme pendant la crise de 2009, les patients reportent leurs interventions. Au final, si on vit avec une myopie depuis 30 ans, on peut reporter l'intervention 1 an ou 2 si on commence à stresser sur le paiement du loyer. Il y a plus urgent dans la vie. D'ailleurs, en lisant les documents de 2022, le PDG disait qu'ils n'ont pas augmenté les prix malgré la hausse des coûts, énergie et salaires, pour ne pas pénaliser les patients. Je vous ai mis ici la croissance du chiffre d'affaires de 2006 à 2023. 2023 est une estimation, on aura les chiffres ce soir, en échelle logarithmique et la croissance annuelle en dessous. Et on peut voir, on a une belle croissance, une croissance qui accélère même, mais qu'entre 2008 et 2010, le chiffre d'affaires a stagné. Il a baissé en 2009, il a baissé en 2012 et en 2020. Des années où la conjoncture était très mauvaise justement. Et juste pour information, ici, parce que la baisse la plus marquée de 2012 à moins 17% pourrait faire peur, c'est dû à un choix de désinvestissement. Clinica Baviera avait une activité d'esthétique à Londres et ils ont choisi de sortir de ce business. Ils ont même passé une dépréciation là-dessus et c'est la seule année où l'entreprise a publié une perte comptable. Donc vous voyez, moi, par exemple, si je devais partager comment je procède, je regarde rapidement le chiffre d'affaires et je vais surtout voir les années où ça s'est mal passé ou très bien passé et je vais essayer de comprendre pourquoi. Sincèrement, je ne me suis pas amusé à lire tous les rapports annuels, mais par contre, j'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé en 2009, même si c'était assez prévisible, mais surtout en 2012 et en 2021, on a eu cette reprise. Et aussi, j'ai lu pour 2020. Juste là où il y a des gros changements, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà pour 2012. Mais hors cette activité et dépréciation d'activité, quand on arrête une activité, forcément, le chiffre d'affaires baisse, voire parfois, il y a des charges qui passent. Mais à périmètre constant, hors cette activité à Londres, le chiffre d'affaires de 2012 était à moins 4%. Donc on recule quand même, mais pas autant. Mais globalement, même s'il n'y a pas de récurrence comme on l'entend vraiment en fait, avec un système d'abonnement ou des contrats engageants pour les clients à long terme, l'activité est défensive.
Il faudrait vraiment une catastrophe économique pour que les patients reportent leurs interventions. Mais généralement, ils reportent 1 an ou 2, mais ils vont quand même le faire. Et l'activité aussi est en belle croissance. Donc un business défensif et en croissance. Et c'est pour ça que je voulais la présenter aujourd'hui, surtout pour la thématique croissance, parce que c'est une tendance structurelle et pour encore des décennies et des décennies. Et dans les leviers de croissance pour les prochaines décennies, on peut identifier relativement facilement 3 leviers. Le premier, déjà, c'est le chiffre d'affaires par clinique. On voit qu'en moyenne, chaque clinique augmente au fil des ans son chiffre d'affaires. C'est normal, au début, elle est méconnue, et ensuite, elle gagne en visibilité dans la ville, et donc en volume d'intervention. Donc en volume, on a déjà une hausse. Il y a aussi le prix des interventions qui suit en moyenne l'inflation, donc prix et volume sont en hausse par clinique. Donc chiffre d'affaires par clinique en hausse, ça c'est le premier levier de croissance. Le deuxième levier, c'est l'ouverture de nouvelles cliniques en elles-mêmes. On était à quelques 30 ou 40 cliniques au début des années 2010, là on est à une centaine. Donc rien que ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires et de gagner des parts de marché. Et d'ailleurs, les deux leviers s'apparente à des gains de parts de marché, plus de cliniques et plus de chiffre d'affaires par clinique. Mais en plus, on a un troisième levier qui est phénoménal pour le coup, c'est la croissance du marché lui-même, avec le vieillissement de la population et aussi notre style de vie qui est catastrophique pour les yeux. La multiplication des écrans déjà, j'ai vu le casque Apple qui vient de sortir, je suis peut-être vieux jeu, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une autoroute pour une entreprise comme Clinica Baviera. Si on commence à se balader dans la rue ou même dans la maison avec un casque à 4 cm des yeux pendant des heures, je ne sais pas comment les yeux pourront tenir des décennies. L'autre cause de la myopie et pour les interventions qui concernent Clinica Baviera, c'est le manque de lumière naturelle. Alors, je ne m'improvise pas ophtalmologue ici, hein, croyez-moi. J'essaie vraiment de très vite identifier mes limites, mais je suis myope. J'ai fait une opération il y a 15 ans et aujourd'hui, je porte encore des lunettes. Bon, apparemment, mon cas est rare, mais justement, j'ai cherché à comprendre les raisons de ma myopie. Et une des explications que tous les ophtalmologues que j'ai pu voir m'ont donné, c'est qu'un être humain a besoin de 5 à 7 heures de lumière par jour. Et aujourd'hui, entre le temps que les gens passent dans des bureaux ou à la maison, on n'y est pas du tout. Le compte n'est pas bon. Donc notre style de vie est mauvais pour les yeux. Et évidemment, il y a le vieillissement de la population, et notamment ici européenne, comme on parle d'une entreprise européenne. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres et les projections d'affaires pour Clinica Baviera les prochaines décennies, et il donne donc de la visibilité aux actionnaires et compense largement mon point sur le manque de la récurrence à proprement parler. Pour moi, sincèrement, la voie est dégagée pour des décennies. Rapidement, je ne vais pas m'y attarder, les profits, globalement si on regarde la marge opérationnelle sur une longue période, on voit qu'elle s'améliore. On est passé d'une marge à un chiffre à une marge à plus de 20% depuis 2021, et pour être honnête ici, je n'ai aucune idée de la normalité et la soutenabilité de cette marge supérieure à 20%. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère de marge pour l'entreprise ou pas? C'est vraiment le point que je vais surveiller les prochaines années. En tout cas, on a vu que le chiffre d'affaires par clinique augmente avec le temps, sauf que une clinique est un coût fixe au final, loyer, machine et salaire. Ce qui me fait penser que quand il y a une forte croissance, quand l'entreprise ouvre beaucoup de nouvelles cliniques, comme par le passé, ces cliniques vont baisser la marge de l'entreprise au début, mais au fur et à mesure des années, leur rentabilité augmente. Donc on a une mécanique qui ressemble à un accordéon. On accélère la croissance et les ouvertures, donc la marge baisse un peu, parce que les nouvelles cliniques ont des marges très faibles, voire perdent de l'argent au début, et plus ces cliniques montent en puissance, et plus elles deviennent rentables. Donc si la croissance devait ralentir, la marge pourrait augmenter davantage. Je ne sais pas à quelle mesure c'est corrélé, mais c'est ma compréhension sur la dynamique des marges, et c'est quelque chose que je vais continuer de surveiller. Une chose semble assez claire, la marge s'améliore avec l'augmentation de la taille de l'entreprise, et c'est pour ça que je parlais d'un avantage concurrentiel basé sur l'efficience opérationnelle au début. Rappelez-vous de ce centre de recherche et de développement. Avant, son coût était supporté par une trentaine de cliniques, et aujourd'hui, c'est toujours le même centre. Enfin, peut-être qu'ils ont amélioré un peu, j'espère pour eux, mais en tout cas, le coût est supporté par 100 cliniques. C'est un métier à coût fixe, et les gains de productivité peuvent être très importants. C'est pour ça que la stratégie qui consiste à vraiment standardiser et optimiser chaque intervention à l'identique pour toutes les cliniques est très rentable. En termes de rentabilité, c'est une entreprise très rentable. La rentabilité des fonds propres, elle est de l'ordre de 48%, sachant que l'entreprise n'a pas de dette. Et sur 198 millions de chiffre d'affaires, on peut arrondir 200 pour faciliter le raisonnement, mais sur 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise a généré quelques 40 millions de free cash flow. C'est un ratio que j'aime bien regarder, le free cash flow sur chiffre d'affaires. On a 20% du chiffre d'affaires, c'est de l'argent qui reste pour l'entreprise, qu'elle pourra soit réinvestir, le distribuer en dividendes ou les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs, en fait, comme elle génère 20% de son chiffre d'affaires en profit cash, finalement, quand je vois qu'elle distribue 10% de son chiffre d'affaires en dividendes, je me dis qu'elle peut se le permettre. Donc c'est une entreprise défensive, c'est une entreprise en croissance sur une thématique
très porteuse à long terme. C'est une thématique structurellement porteuse. Le vieillissement, on n'y peut rien, jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Et c'est une entreprise très rentable. Et justement, pour investir sur le vieillissement de la population, il faut chercher ce genre d'entreprise très rentable. Par exemple, les maisons de retraite profitent de la même thématique. Ils sont positionnés exactement sur la même thématique et ils ont les mêmes ventes porteurs. Mais elles n'arrivent pas à transformer l'essai en profit. Et on pourrait aussi se dire que oui, le vieillissement de la population, c'est une tendance de long terme intéressante. Je vais y investir, je vais chercher des fonds de gestion spécialisés sur cette thématique ou juste des ETF aussi spécialisés sur la thématique parce que la thématique est prometteuse. Bah là, même chose, que ce soit dans les fonds ou pire dans les ETF, même si j'ai vraiment rien contre les ETF, mais on trouve dedans de tout et de n'importe quoi. On peut trouver une Clinica Baviera et une Orpea. Et si ça se trouve, c'est le même poids. Donc voilà, enfin, moi j'aime bien voir des thématiques porteuses et après aller chercher les pépites de cette thématique et les entreprises qui peuvent vraiment en profiter. Bref, combien vaut un tel business en bourse? Parce que comme ça, et à la louche, en fonction de ce que j'ai pu voir ces 15 dernières années, de ma propre expérience, de telle qualité, couplée à une rentabilité aussi élevée et une croissance structurelle avec une certaine visibilité, bah pour moi c'est un PER entre 15 et 20. C'est vraiment au pif. Si on pense que la croissance des profits va rester de l'ordre de 10%, alors ce n'est pas déconnant d'avoir un PER de 20. Si c'est une croissance de 3 ou 4%, alors c'est un PER autour de 15. Et ça reste légitime. C'est le prix relativement correct. Le souci est que ma grille de lecture sur la cherté d'un PER, c'est surtout le résultat de ce que j'ai pu voir en France ou aux États-Unis. Mais je n'ai aucune idée des PER appliqués en Espagne. Et je sais qu'il y a des disparités parfois très fortes en fonction des marchés. Par exemple, une ESN en France vaut entre 8 et 12 fois son résultat opérationnel. Pour nos premiers abonnés on a vu passer pas mal d'ESN, vous avez à peu près cet ordre d'idée-là. Mais si vous regardez en Italie, par exemple, c'est plutôt 5 ou 6 fois le résultat opérationnel. Et on pourrait se dire, super, j'achète l'ESN italienne à 5 fois son résultat opérationnel parce qu'elle mérite 10 fois. 10 fois, c'est le juste prix. Mais en vrai, elle reste scotchée à 5 fois le résultat opérationnel. Parce que la réalité est que pour les Italiens, qui font leur marché, 5 fois le résultat opérationnel, c'est le juste prix. C'est pour ça que quand je lis, par exemple, dans les notes d'analyste, qu'un tel éditeur de logiciel vaut, par exemple, 10 fois son chiffre d'affaires parce que ses concurrents américains sont cotés à 10 fois son chiffre d'affaires, je pense que c'est faux et c'est dangereux de raisonner comme ça. Parce que 10 fois le chiffre d'affaires, c'est le prix américain. Mais en France, c'est différent. Et c'est comme ça, on n'y peut rien en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que le marché va changer le multiple de valorisation appliqué. En Turquie, par exemple, ça peut être 0,5 fois le chiffre d'affaires. Donc vous voyez, donc sauf si cet éditeur de logiciel, par exemple français, qui fait l'objet d'une OPA d'un concurrent américain qui, lui, est habitué à payer 10 fois le chiffre d'affaires et qui accepte de payer ce prix, notre éditeur français ne vaudra pas plus de 3 ou 4 fois son chiffre d'affaires. Et encore. C'est aussi pour ça que je m'aventure rarement sur les autres marchés européens. Je sais analyser des entreprises, mais je ne sais pas estimer leurs multiples habituels, même si évidemment on peut regarder l'historique de l'entreprise en elle-même pour se situer. Voilà, c'était juste une parenthèse que je ferme sur les différences de PER en fonction des marchés. Peut-être en Belgique c'est différent. Il faut comprendre qu'il y a des disparités entre pays et ces écarts ou ces disparités n'ont pas changé par le passé. Je ne vois pas comment ils pourraient changer et s'aligner et le monde entier applique les mêmes ratios partout dans le monde. Et je pense que c'est un point qui me semble très important au-delà de Clinica Baviera à connaître et intégrer dans le raisonnement parce que je vois très souvent des parallèles et des analyses, même des notes d'analyse dont c'est le métier en fait, d'appliquer des multiples de valorisation surtout aux États-Unis parce que c'est là où c'est le plus élevé, et de faire le parallèle c'est vraiment chaque marché a ses propres multiples et ça faut l'accepter. Je reviens sur Clinica Baviera, on peut voir que le PER est plutôt de l'ordre de 10-12 cette année, ce qui n'est pas cher du tout, sachant que l'entreprise n'a pas de dette et génère un free cash flow supérieur au bénéfice net. C'est-à-dire que le bénéfice cash est même supérieur à ce bénéfice net qui a servi à calculer le PER. Pour information ici, le PER de 2024 est vraiment au pif. J'ai fait une croissance de 3% des profits pour cette année, juste pour voir ce que ça donne en PER. Mais vous l'avez compris, si elle fait 20% de croissance cette année, alors le vrai PER, c'est pas 12, mais 10. Et si elle fait 10% de croissance cette année, alors le vrai PER, c'est 11, pas 12. C'est vraiment pour savoir si on est plutôt proche des 10, des 15, des 20, des 25, juste pour avoir une idée. On peut voir aussi que le PER n'arrête pas de baisser. Il était entre 17 et 19 avant 2009 et graduellement, il baisse plutôt vers les 10. C'est comme si le marché n'intègre pas l'amélioration des marges ou pense que la marge nette n'est pas tenable et donc le résultat net peut baisser. C'est pour ça qu'il applique un PER de plus en plus faible. Je ne dis pas que ça va arriver, j'essaie juste de comprendre ce que le marché pense quand je regarde ce genre de graphique comme un novice de la valeur. Néanmoins, j'ai discuté avec pas mal d'actionnaires qui raffolent de cette entreprise. Enfin, je vois déjà des commentaires défiler dans le chat. Et les explications que j'ai entendues sur cette décote et qui reviennent régulièrement sont essentiellement au nombre de 2.
Le premier point, c'est le faible flottant. Le flottant, c'est le nombre d'actions qui peuvent changer de main régulièrement. En fait, en 2017, l'entreprise a fait l'objet d'une OPA par un acteur chinois et ce dernier a racheté quelques 80% du capital. On a aussi les actionnaires fondateurs qui ont toujours 10% du capital. Donc 90% du capital est figé. Et on a des fonds qui détiennent quelques 4% ensemble. En tout cas, ceux que j'ai pu identifier. Et parmi ces fonds, il y a 2 Français, Gay-Lussac Gestion et Indépendance et Expansion. Donc, on a 94% de flottants qui bougent pas régulièrement. Ça nous laisse 6% du capital non identifié, ou en tout cas qu'on peut appeler vraiment un flottant aux mains des actionnaires minoritaires. Sachant que l'entreprise vaut quelques 393 millions au moment de préparer mon webinaire, ça veut dire un vrai flottant de l'ordre de 23 millions, 6% de 393 millions. Et ça, c'est peu. Clinica Baviera n'est clairement pas investissable pour les grands fonds. Et oui, qu'on soit d'accord ou pas sur le principe, là aussi, ici, mais c'est une raison qui peut effectivement expliquer très bien une décote. Il y a tout simplement moins d'acheteurs que pour une entreprise qui a un flottant, par exemple, de 1 milliard ou 100 milliards. La deuxième explication que j'ai entendue, c'est que l'actionnaire majoritaire, celui qui a fait une OPA en 2017, est chinois. Et donc ça fait peur au marché. Et vraiment, de ce que j'ai pu lire et sentir, est que beaucoup d'investisseurs assimilent cet actionnaire à actionnaire chinois égale risque. Et je comprenais pas pourquoi. Peut-être qu'on pense consciemment ou inconsciemment à Huawei, par exemple, et que ça risque de pénaliser le développement de l'entreprise avec des lois contraignantes ou autres à cause de la nationalité de l'actionnaire majoritaire. Au-delà de la nationalité aussi, j'avais aussi l'impression que c'est comme si c'est le méchant actionnaire majoritaire, vraiment peu importe sa nationalité, ou ce financier vautour qui veut spolier les minoritaires de Clinica Baviera. Et c'est sur ce point où j'ai voulu vraiment pousser mon investigation ces derniers jours, et en vrai, même ces dernières semaines. Essayer de comprendre objectivement qui se cache derrière cette entreprise chinoise et quelles sont ses motivations. Donc, en fait, l'actionnaire chinois s'appelle Haier Europe, qui détient 80% de Clinica Baviera. Haier Europe est détenu par une cascade de filiales, mais on a au-dessus Haier Ai qui est coté à la bourse de Shenzhen. Et ma première surprise, c'est que Haier Ai vaut quelques 17 milliards d'euros en bourse, alors que la bourse chinoise est au tapis. Donc on parle vraiment d'un mastodonte. Et l'argument qui veut que l'actionnaire majoritaire peut spolier les minoritaires qui, ensemble, je rappelle, ils détiennent quelques 40 millions d'euros, bah pour moi ne tient pas vraiment. Je l'imagine mal gratter sur le prix d'une deuxième OPA, quelques 20 ou 20%, on parle d'une dizaine de millions d'euros, plus ou moins, pour une entreprise qui vaut 17 milliards d'euros. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Haier est très richement valorisé. Le PER de Haier en bourse de Shenzhen, c'est 39. C'est quasiment en fait 4 fois celui de Clinica Baviera. Haier n'est pas réellement un groupe financier pur, même s'ils ont aussi un peu d'immobilier. C'est un groupe qui contrôle plus de 500 cliniques ophtalmologiques en Chine, et d'ailleurs ils ont aussi une clinique aux États-Unis et aussi d'autres en Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment un acteur du métier, et un acteur qui pourrait même aider Clinica Baviera. Le PDG fondateur de Haier siège au conseil de Clinica, donc il est en contact avec le management. Il parle des meilleurs fournisseurs, des dernières technologies, il peut apporter une certaine expertise de ce qu'il voit sur ces différents marchés. Il peut apporter même des économies de coûts en partageant ses fournisseurs et tout ça. Bref, pour moi, d'un point de vue purement business, un tel acteur est un plus pour Clinica, contrairement par exemple à un actionnaire américain qui peut-être pourrait rassurer par sa nationalité, mais qui dans les faits n'est là que pour les finances, type un fonds d'investissement comme KKR ou autre. Donc voilà pour cette histoire d'actionnaires chinois. Pour aller plus loin sur ce point qui inquiète pas mal d'investisseurs par peur de spolier les minoritaires, on a repris avec mon ami François, avec qui je travaille, je partage des idées depuis quelques années maintenant et qui s'est abonné au club dès son ouverture en 2022. On a repris le document de l'OPA de 2017, déposé à l'équivalent de l'AMF en Espagne, et on a trouvé quelques éléments rassurants et intéressants. Tout d'abord, le calcul du prix de l'OPA de 2017, ça pourrait donner au moins une idée, en fait, si jamais il y a une deuxième OPA, quel pourrait être en fait le prix le multiple de valorisation de cette deuxième. Haier, l'actionnaire majoritaire, a offert en 2017 10,24 fois l'EBITDA de l'année 2016 aux actionnaires de Clinica Baviera. C'est un prix qui semble très correct. Et surtout, Haier vaut beaucoup plus en bourse. Donc ils ont intérêt à, limite même pour eux, pour leur intérêt, à croître par acquisition à ce prix. C'est beaucoup plus rentable quand on affiche en bourse nous-mêmes un PER par exemple beaucoup plus élevé que la cible. Vaut mieux l'acheter que d'aller investir nous-mêmes, sauf si vraiment elle a des problèmes fondamentaux, mais vaut mieux acheter, faire des acquisitions de cibles qui ont des PER moins élevés que le nôtre, que d'aller faire de la croissance organique et aller concurrencer cette cible-là. On apprend aussi dans ce document qu'ils veulent garder en place et motiver le management de Clinica. Ce n'est pas une acquisition hostile et ils ne veulent pas changer quoi que ce soit. D'ailleurs, on apprend dans ce document que c'est Clinica Baviera qui cherchait à se vendre en 2017, dès 2016.
et a mandaté la banque Rothschild pour trouver un acheteur. Donc c'est le management de Clinica Baviera qui est allé chercher ailleurs, et non l'inverse. Enfin, comme l'actionnaire chinois veut garder l'équipe en place, ils ont signé un accord. Les 3 actionnaires fondateurs qu'on a vu au début de ce webinaire ont encore exactement 10% du capital. Et Ayer leur a proposé des options de vente sur ces 10% avec le même multiple de valorisation qu'en 2017, c'est-à-dire 10,24 fois l'EBITDA, et ce jusqu'en février 2026. Ce qui veut dire que à tout moment, entre aujourd'hui et février 2026, le management peut vendre ce bloc de 10% sur la base de 10 fois l'EBITDA, si j'arrondis. Si le management voulait vendre en 2023, sans bloc, ces actions, les 10%, il aurait vendu 35 € par action. C'est 10 fois l'EBITDA de 2022, c'est toujours l'année d'avant. Et si il vend en 2024, eh ben on aura les 35 € plus la croissance de l'EBITDA, parce que l'EBITDA augmente, et comme on multiplie toujours 10 fois l'EBITDA, bah plus l'EBITDA augmente, plus le cours de l'option en fait sera élevé. Mais aussi, moi je fais un raccourci, je parle de 10 fois l'EBITDA. En réalité, le ratio, j'espère que vous l'avez compris, c'est valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais valeur d'entreprise, c'est la capitalisation plus le cash. Donc le cash qui n'est pas distribué en fait. Donc entre-temps, le cash dans l'entreprise augmente, donc il faudra payer la croissance de l'EBITDA plus ce cash dans l'entreprise qui augmente. Et ainsi de suite. En fait, c'est la même mécanique. En 2025, ils pourraient vendre avec 35 € plus la croissance de l'EBITDA des 2 années, sur 2023-2024, plus le cash qui n'a pas été distribué pendant 2 années. Donc vous voyez, en fait, ils ont eu des options. Enfin, c'est quand même génial de savoir qu'on peut vendre à tout moment jusqu'en 2026, début 2026, et on connaît déjà le prix. Évidemment, le management a tout intérêt à attendre le dernier moment. S'il pense que l'EBITDA va progresser, pourquoi il irait vendre maintenant en fait, alors que si l'EBITDA fait x2, je dis n'importe quoi, mais s'il fait x2, bah, il pourra vendre 2 fois plus cher dans 2 ans. Pourquoi vendre tout de suite? Donc ils ont déjà un acheteur et ils ont déjà le multiple de valorisation et tout. Et ça donne une idée sur ce que Ayer est prêt à payer. Par contre, Ayer, ce qui est normal, sinon ce serait trop naïf de sa part, c'est aussi protégé. Parce que là, c'est trop beau en termes d'offres et il a pris quelques garanties. La première garantie, c'est que s'il y a des manquements au contrat, si le management décide de partir d'un coup ou s'il détruit de la valeur, il y a des pénalités. L'actionnaire chinois, par exemple, peut racheter leur bloc, les 10%, pour 9,83 € par action. Aujourd'hui, on est à 25. Donc ça donne une idée en fait sur l'amplitude de la fourchette. Ça, c'est vraiment les 9,83 €, c'est le minimum, mais c'est vraiment, si le management détruit de la valeur, de toute façon, option d'achat ou pas, actionnaire ou majoritaire ou pas, tout le monde perdra de l'argent, en fait, tous les actionnaires. Donc, c'est juste pour vous dire que, voilà, il s'est quand même protégé pour essayer de motiver un peu l'équipe en place, pour continuer de délivrer. Et c'est tant mieux, c'est dans l'intérêt des actionnaires minoritaires d'avoir un management motivé. La deuxième chose à comprendre dans le document, c'est que ce prix de 35 € ou plus, les 10 fois EBITDA, n'engage pas ailleurs sur le flottant restant. On sait qu'il a 80%, ce management a 10%, donc, et 10% en bourse. Donc, ces options de vente ne concernent que les actions du management. Et Ayer explique dans le document que c'est pour motiver le management qui prend des risques au quotidien et qui doit créer de la valeur, mais il ne s'engage pas sur les tout derniers 10% que les actionnaires minoritaires possèdent. Néanmoins, ce qu'on peut comprendre en général dans les conditions de l'OPA de 2017, c'est que l'actionnaire majoritaire chinois n'est pas là pour créer des problèmes ou spolier les minoritaires. Vraiment, l'offre a été correcte en 2017 et elle a été correcte pour tout le monde, pour tous les actionnaires. Et il tient à ce que Clinica Baviera se développe au mieux. Et encore une fois, les 10% restants représentent 40, peut-être 50 millions avec une prime ou plus. 40 ou 50 millions, c'est 2 ans de dividendes. C'est rien pour Ayer. En fait, en lisant le document, on s'était dit, mais c'est hyper spéculatif, en fait. C'est plutôt positif. Parce qu'il suffit que la direction annonce une vente de son bloc de 10% pour que la spéculation sur le marché monte sur le dossier, même si on n'a pas le prix pour le reste des actions. De toute façon, on mettra le document en dessous du replay de ce webinaire. On l'a traduit en français. Merci l'intelligence artificielle. Vous pouvez le télécharger et vous faire votre propre avis si vraiment l'entreprise vous intéresse. Enfin, vraiment, si ça vous intéresse, prenez le temps de le lire, faites votre propre avis. J'ai essayé de faire un résumé, et ma lecture, mais de novice quand même sur ce dossier. Voilà, pour moi, c'est l'actionnaire chinois. Ma conclusion est qu'il devrait plutôt apporter une dimension spéculative et non une décote. Au quotidien, il apporte plutôt une expertise que juste un appel à réduire les coûts, comme le ferait un fonds d'investissement vautour. Et puis, les options de vente expirent début 2026. C'est dans 2 ans, c'est bientôt, en fait, c'est demain. Et en attendant, les profits sont en hausse. Et c'est pour ça que j'ai
continuent d'acheter. Pour résumer, oui, le flottant est faible, ça appelle une décote, c'est une raison valable, mais pour l'histoire du profil de l'actionnaire majoritaire, nous ne sommes pas d'accord, les preuves l'infirment pour le moment, on est allé chercher l'information là où c'est possible, et à ce jour, et on est aussi allé chercher l'actionnaire chinois pour venir dans le capital de Clinica Baviera, ça je le savais pas avant de lire ce document, et il s'est montré équitable jusqu'à ce jour avec tous les actionnaires, et en plus c'est quelqu'un du métier. Et sur combien doit valoir cette entreprise, on sait que ça ne vaut pas plus de 10 fois l'EBITDA déjà, parce que ça c'est le max, c'est le prix de l'ancienne OPA et c'est aussi les options de vente. Et si on fait une estimation pour 2024, ce sera de l'ordre de 40 euros, 10 fois l'EBITDA. Aujourd'hui on est à quelque chose comme 25 euros. Mais ça c'est le prix pour le management. Je ne sais pas combien valent les actions des minoritaires, mais voilà, entre 25 et 40, je pense qu'il y a un juste milieu. Et même si on coupe la poire en deux et on vise 35, ça laisse quand même une belle marge de progression ou même une marge de sécurité, sachant que les profits sont en hausse. Et oui, Paul, le seuil de retrait est obligatoire en Espagne comme en France à partir de 90%. Donc, normalement, s'il dépasse s'il a ses 90%, il peut sortir. Je tiens à remercier ici vraiment pour Clinica Baviera, Anthony, Marien, François qui ont développé la thèse d'investissement sur le forum pendant la phase de test. Leurs analyses et partages sont beaucoup plus riches en chiffres et en études de marché que ce que je ne pourrais partager en 30 minutes. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer aujourd'hui que c'est le jour 1 officiel de notre forum. L'objectif de ce forum, c'est de pousser les thèses d'investissement partagées dans ces webinaires ou nouvelles d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs pas mal de nouvelles entreprises qu'on n'a jamais abordées ici, et aussi de les suivre sur la durée en partageant des nouvelles informations au fur et à mesure. Je tiens à remercier tous nos bêta-testeurs sans exception. J'ai parlé de 3 abonnés qui ont abordé, parce qu'ils ont abordé Clinica Baviera, mais plusieurs autres ont fait des tests ou partagé d'autres analyses très pertinentes. Je dirais pas plus, je vous laisse découvrir le contenu par vous-même. Vous pouvez voir, on a des actions européennes, des actions françaises, des actions reste du monde qu'on doit commencer à fournir. Et puis, généralement, des questions sur la gestion du patrimoine, les ETF, fiscalité, on est ouvert à tout, et des ressources pratiques. On a essayé de faire au mieux au niveau de la clarté et le fonctionnement. La deuxième chose, peut-être que je pourrais dire, oui, c'est un message à nos abonnés qui ne souhaitent pas le forum, voire s'inquiètent que Master Bourse puisse perdre son esprit. N'ayez crainte, le forum, c'est un plus et non un remplacement à autre chose. Les webinaires, les feedbacks, des réunions d'analyse, tout ça ne change strictement rien. D'ailleurs, un abonné peut totalement ignorer la rubrique forum ici, ne jamais cliquer dessus et ne verra même pas la différence. On essaye vraiment de faire plaisir au maximum d'abonnés, même si cela nous demandera évidemment un peu plus de temps, mais c'est pas grave, mais vraiment, c'est un plus. Je pense malgré tout que c'est une bonne idée pour accélérer l'analyse d'entreprise et ratisser beaucoup plus large, à la fois sur des large caps et aussi à l'international. Vous verrez dans la rubrique Actions européennes, elle est déjà, je trouve, assez bien fournie pour un forum naissant en fait pour une phase de bêta test. Ça sera l'occasion d'aller chercher aussi des actions aux États-Unis et partout dans le monde en fait, vraiment en fonction des affinités et des connaissances de chacun. Je ferme les parenthèses sur la présentation sur le forum. Je tiens juste à vous remercier vraiment tous. Merci pour vos suggestions d'amélioration, pour le club en général. Merci pour votre temps, votre fidélité et votre envie de faire réussir cette aventure. Merci beaucoup et un spécial dédicace à nos bêta-testeurs et vous pouvez déjà commencer à utiliser le forum. Merci à tous et excellent après-midi. Au revoir.